Très bien. Donc, nous allons engager cette table ronde conclusive dont l'intitulé est La santé à l'épreuve, donc perspective et enjeux, pour bien nous situer dans cette dimension à la fois de bilan et de perspective qui ont pu être ouvertes par ce congrès. Et donc, nous avons convenu d'interventions relativement courtes, ciblées sur quelques idées clés ressortant à la fois des discussions et d'une mise en confrontation avec les précédents congrès ACFAS qui avaient été menés sur cette thématique, notamment par la première intervenante, donc Régine Berco, de l'Université Paris 8 du CRESPA, donc qui va engager cette table ronde. Puis nous continuerons avec Luc Bonneville et conclurons avec Lise Renaud. Je ne prends pas plus de temps pour introduire et je vous passe tout de suite la parole. Merci Anne. Donc je vais essayer en quelques mots de dire deux choses essentiellement. Quel a été le champ de nos préoccupations ici, mais aussi en 2009, parce qu'il me semble qu'il y a une continuité dans les deux colloques que nous avons faits. Et puis ensuite, j'essaierai de parler des questions qui nous rassemblent et des analyses qui ressortent des communications, sans bien sûr avoir la prétention à la moindre exhaustivité, mais avec l'idée de rassembler quelques idées. Donc il me semble que la préoccupation qui nous est commune, c'est de nous interroger sur le fonctionnement des systèmes de soins d'un double point de vue. Tout d'abord du point de vue du service que le système rend aux patients. Par exemple, une question qui a traversé nos discussions, c'est celle des objectifs en termes d'inégalité de santé. On peut aussi dire qu'il y a un autre point de vue de nos préoccupations, c'est celui du point de vue des professionnels. Les centres d'intérêt concernent pour ce qui concerne les professionnels, les conditions d'activité de ces professionnels, leurs objectifs, leurs contraintes, c'est-à-dire comment l'organisation les sert ou comment l'organisation les dessert. Et puis, autre question, dans quelle mesure les évolutions des politiques de l'organisation ont-elles un poids sur les modalités de la coopération entre les professionnels et sur leur efficience? On a pu voir qu'il existait des tensions entre, d'une part, les politiques publiques qui proposent des cadres et des cadres qui s'imposent aux acteurs sur des territoires incertains, et les interventions dans ce cadre-là ont souligné le fait qu'il fallait sans aucun doute essayer de respecter la culture des régions concernées par ces politiques, respecter l'interconnaissance des professionnels et le sens du travail à préserver. On en a encore parlé aujourd'hui de manière abondante. La question du sens me semble essentielle. Et puis aussi, on a vu qu'il s'agissait de s'appuyer sur les expériences réussies d'organisation et de donner les moyens de diffuser ces expériences réussies. On a pu constater aussi qu'il y avait un paradoxe entre autonomie et pilotage, un intérêt pour les initiatives locales et les cadres normatifs qui finalement ne laissent pas tant de place que ça aux initiatives. On a ainsi vu qu'il y a des marges de manœuvre qui ne sont pas toujours aussi importantes qu'on pourrait le croire pour les organisations. On a aussi beaucoup parlé de la temporalité du changement, mais aussi de la temporalité du soin, sachant qu'on est dans une intensification, quand même, on peut dire, du travail, et que l'idée, c'est quand même pour les acteurs d'arriver à ménager du temps pour leur intervention et pour faire ce qu'ils pensent juste de faire. Voilà. Concernant les acteurs, je pense que nous sommes à la fois intéressés aux professionnels, aux usagers, mais aussi aux associations. Et donc, on a essayé de couvrir l'ensemble du spectre, même si on peut constater que cette année, les interventions concernent majoritairement les professionnels. On a vu quand même que les associations n'étaient pas absentes, notamment aujourd'hui. Alors, je vais pointer quelques questions qui ont été traitées et qui me semblent intéressantes. Première question, celle de la formalisation. Formalisation qui concerne tout d'abord l'information et l'activité.
on a pu constater que la formalisation se développe toujours plus concernant l'information et qu'elle concerne le contenu, par exemple le dossier du patient, le contenu des évaluations pour les réseaux, mais aussi cette formalisation concerne la manière de partager l'information et de la faire circuler. Il existe des normes nombreuses et prescriptives sur la manière de produire les informations et les échanger. Ainsi, différentes contributions ont souligné le fait que les normes concernant les pratiques deviennent beaucoup plus strictes. Cette formalisation est équipée par des outils et elle agit en contraignant ou bien en recadrant l'activité. Cependant, et c'est, on va dire, une vision un peu dialectique, les acteurs ne restent pas passifs et transforment aussi les outils en se les appropriant. Ils les imbriquent avec d'autres outils, ils les ajustent, ils les transforment et on a vu avec le dossier du patient qu'ils écrivaient, par exemple, à la marge des outils et qu'ils en faisaient autre chose que ce qui était prévu. Alors, la formalisation, on a vu, concerne l'information, mais pas uniquement l'information, elle est aussi présente dans les modalités de la coopération et elle formalise beaucoup cette coopération et ses modalités. Alors, première idée très présente dans les communications, ces différentes formalisations ne se situent pas à côté du travail, elles ne lui sont pas étrangères, ça je crois que c'est important. Ainsi, les protocoles de décision peuvent être une aide, comme cela est visible quand on a eu des études sur les professionnels qui vont s'appuyer sur ces règles pour faire un diagnostic ou pour prendre de la décision. Deuxième idée concernant cette formalisation, qui vient nuancer le fait que les formalisations seraient systématiquement une aide. L'idée, il ressort de la presque totalité des communications, que les formalisations imposées ont des effets très pervers et plutôt que de faciliter l'activité, parfois elles viennent la perturber. Et je crois que ça, il y a une sorte de consensus sur cette question-là. Alors la perturbation, elle concerne l'activité elle-même, c'est-à-dire que les impositions perturbent l'activité car elles n'épousent pas les besoins de l'activité de travail. Mais aussi, elles peuvent contrarier les choix des professionnels ou leurs besoins. Ces impositions ont également un effet non négligeable sur le lien social, puisqu'on a vu qu'elles participaient parfois d'une dilution des valeurs et du sens que les acteurs donnent à leur coopération. On peut donc s'interroger sur le caractère contre-productif d'une formalisation qui est extrême. Alors, outre la question de la formalisation, nous avons abordé un deuxième point, qui est la question du travail collectif. Quels sont les professionnels qui ont tendance à décider dans le travail collectif? Donc, je ne m'étendrai pas beaucoup sur cette question, mais simplement, je dirais qu'on a vu que le médecin ou le professionnel qui est proche du patient se sert, entre guillemets, on s'appuie, on va dire plus exactement, sur la relation au patient pour avoir une plus grande légitimité sur son argumentation et que le patient, là, est un élément important de la prise de décision. Le professionnel aussi qui a un rapport au patient peut avoir un effet sur la décision du patient. Et donc cette interaction est excessivement importante pour savoir quelle décision finale va être prise. Vous avez tous souligné que les professionnels ont à cœur le travail de soins, qu'ils le prennent vraiment, enfin ça fait partie vraiment, c'est au centre du sens qu'ils donnent à leur activité. Et par exemple, concernant les infirmières dont on a beaucoup parlé, je parle des infirmières parce que c'est souvent un métier féminin, il est important de souligner qu'ils accordent une place à la subjectivité du patient et que les protocoles d'information ne leur permettent pas toujours d'activer une relation subjective avec les patients. Leur charge de travail les conduit à privilégier une dimension technique. Dans la dimension technique, bien sûr, il y a dimension médicale, mais il y a aussi toute une dimension qui est celle de renseigner des logiciels, de faire du reporting d'activité. Et donc, d'une certaine manière, ceci se fait au détriment d'une relation avec les patients. Alors, une contribution a mis en évidence le fait que si on redonnait un peu plus de place à l'émotion dans nos organisations, eh bien peut-être on pourrait réintroduire cette question de la subjectivité et de la relation entre le patient et les professionnels. Troisième point, comment pense-t-on la rationalisation ? Je voudrais insister sur le fait que la santé, le soin,
la manière dont on considère les systèmes de santé s'appuie sur l'idée qu'il y existe une rationalisation du soin et que cette rationalisation du soin, elle peut être pensée à l'extérieur des acteurs qui font le soin. Par exemple, quand on pense le soin, eh bien, on évacue souvent l'idée que le soin est en fait construit dans l'interaction et que c'est une coproduction entre le professionnel et le patient. Le patient, certes, est sujet du soin, mais il est aussi acteur du soin. Et je pense que cette question-là est éminemment importante et souvent évacuée par les politiques. Dans une vision prospective, enfin, et pour conclure, on peut s'interroger sur la place des différentes organisations de santé, les unes par rapport aux autres. Donc on a eu plusieurs exposés qui ont tourné soit autour des associations, soit autour de l'hôpital, soit autour des réseaux de santé. On a pu, grâce à un exposé général, comprendre comment elles s'articulaient dans leur place dans le système d'ensemble. Cela met l'accent sur le fait qu'il serait utile de continuer et de prolonger pour savoir comment ces différentes organisations coopèrent entre elles. Donc là, c'est la question de la coopération entre organisations et de la synergie entre organisations, mais qui passe, bien sûr, par une coopération entre les acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole sans plus attendre à Luc Bonneville. Je pense qu'il y aura des articulations. Oui, tout à fait. Alors, j'ai donné un titre à mon intervention, donc, que dire du travail soignant dans ce contexte de reconfiguration organisationnelle et communicationnelle? Mon objectif ici, en fait, c'est d'ancrer, on pourrait dire, la discussion dans le cadre d'une approche ou d'une posture macro, en fait, on pourrait dire, historique, socio-historique, pour essayer de mieux comprendre, justement, les reconfigurations organisationnelles et communicationnelles. Alors, parler d'une approche, évidemment, bon, c'est ambitieux, je n'ai que 10 minutes. Parler d'une approche, on pourrait dire, socio-historique de l'organisation des soins, c'est se donner les moyens, en fait, de mettre en lumière un certain nombre de logiques et de tendances sociales qui permettent de mieux comprendre les reconfigurations qui ont cours. Un peu donc en résonance avec ce qu'on a vu ce matin avec André-Pierre Contandrio-Poulos. Au cœur de mon analyse se situe donc la question du travail, c'est-à-dire le sens du travail dans les organisations de soins, et c'est surtout là-dessus que je voudrais donc insister. Donc le travail qui tend à se reconfigurer suivant un certain nombre de logiques qui prévalent dans le secteur donc privé en particulier. Alors pour moi donc la question des reconfigurations organisationnelles et communicationnelles passe notamment par ce regard qu'on doit, comme chercheur, donc porter d'abord et avant tout sur le travail soignant, qui est de plus en plus soumis à des impératifs productifs. Alors, le travail soignant est d'ailleurs au cœur de l'actualité ces temps-ci, en particulier au Québec. Si vous avez suivi donc l'actualité autour des débats, en fait, le travail dans les CHSLD, donc les centres d'hébergement et de soins de longue durée, donc le travail à la chaîne en particulier, etc. Voilà donc plus de 25 ans que les premières réformes de santé ont été mises en place dans la très grande majorité des pays industriels avancés. Au Québec, ces réformes ont soulevé plusieurs débats, autant dans les milieux académiques, professionnels que gouvernementaux. Tantôt source de doute, tantôt source d'optimisme, les réformes se sont succédées au gré de tendances qui se sont avérées non seulement conjoncturelles, mais structurelles. Conséquemment, les défis pour les organisations de soins sont nombreux et diversifiés dans un contexte où les exigences semblent, en tous les cas, de plus en plus élevées par rapport à ce qu'on leur demande. Les injonctions à la productivité sont nombreuses et on a eu tendance, disons au cours des 2 dernières décennies, à pratiquer un management fondé sur la nécessité d'amener, entre autres, les travailleurs, les professionnels de la santé, à faire plus avec moins. C'est ici toute la question en fait, de ce qu'on appelle le managérialisme, donc, entre autres, sur lequel a travaillé Fortier dans un texte qui est paru en 2010 dans la revue Nouvelles pratiques sociales, donc un texte qui avait pour titre « La modernisation » en guillemets, de l'État québécois. Ce managérialisme a bien évidemment à voir avec ce qu'on appelle aussi par ailleurs le New Public Management, ou la nouvelle gestion publique, une conférence là-dessus, donc, en particulier hier. Donc, qui traverse l'ensemble des organisations publiques et les établissements de santé n'y font pas exception.
Alors donc, le New Public Management est un concept de gestion, entre autres, né dans les années 70, qui vise à moderniser, je le mets entre guillemets, évidemment les termes ne sont pas neutres, qui vise à moderniser les administrations publiques en s'inspirant en fait des pratiques de gestion du privé pour améliorer la performance, qui est un terme sur lequel on insiste beaucoup, et avec pour objectif d'améliorer, entre autres, le rapport coût-service. Or, comme vont le montrer plusieurs chercheurs qui vont s'intéresser à l'impact de cette forme de management-là, donc dans le secteur public, dans les hôpitaux en particulier, le New Public Management produit une pression psychologique intense sur les travailleurs. Et ce phénomène, en fait, que l'on a vu d'abord se développer dans les entreprises privées, puis dans les entreprises publiques, apparaît aujourd'hui dans le secteur non marchand comme dans les hôpitaux, Dans ce contexte, la question de la santé mentale, entre autres au travail, devient prégnante. La multiplication, et on le voit statistiquement, la multiplication des symptômes dépressifs, le sentiment généralisé de harcèlement, l'hyperactivité, l'épuisement professionnel, qui sont en augmentation, etc., sont autant de symptômes de malaise profond. Il y a toute une littérature, d'ailleurs, de plus en plus, qui porte sur ce malaise, donc, cette souffrance au travail en particulier, chez les soignants. Alors, plusieurs rapports officiels, donc, qui émanent de diverses organisations, entre autres au Canada, ont fait état des problèmes de santé que vivent les professionnels, donc, sur le terrain. On parle très souvent, d'ailleurs, que ce soit dans les médias ou dans les débats publics, du stress chronique en milieu de travail comme conséquence de la pénibilité du travail. Dans un rapport, en fait, qui est paru, qui a été publié par Statistique Canada et l'ICIS, donc au Canada, l'enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier, on a mis en évidence que ce sont la lourde charge de travail, donc les longues heures de travail en particulier, et les relations souvent médiocres entre collègues qui ont pour effet d'accentuer ce malaise dont on parle. En parallèle, on voit se développer dans l'organisation du travail un engouement de plus en plus important pour ce qu'on appelle le toyotisme, donc la méthode Toyota. Les médias ont rapporté en particulier à plus d'une reprise l'engouement pour l'actuel ministre de la Santé au Québec, donc pour cette méthode, donc la méthode Toyota, qu'on appelle aussi la méthode Lean, ce qui demeure par ailleurs hautement contesté. Hein. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits là-dessus, des rapports critiques, entre autres Soares, donc, qui est prof à l'école de gestion de l'UQAM, qui a publié une étude qui avait été faite donc au C3S d'Annecy en particulier, et qui avait été reprise par le journal Le Devoir dans un texte donc au titre éloquent « Les hôpitaux ne sont pas des chaînes de montage ». Bref, c'est souvent ce productivisme à la base de toute forme de gestion des organisations, caractérisé entre autres par le culte de l'urgence, la valorisation à outrance de la vitesse d'exécution, la réactivité excessive, le multitâche, etc., qui sont mises au banc des accusés quand on observe l'ampleur des problèmes qui se posent dans cette nouvelle reconfiguration organisationnelle des soins. Que dire de la communication dans son contexte? Je vais terminer là-dessus. Ce qu'on constate, entre autres, dans nos travaux, c'est la tendance à vouloir tout instrumentaliser, y compris les interactions qu'on réduit souvent à leur plus simple expression, c'est-à-dire le transfert d'informations. Ce que nous constatons dans nos travaux sur la manière dont les professionnels de la santé communiquent entre eux dans leur quotidien, c'est qu'il y a une espèce de tendance à vouloir vraiment, par exemple, informatiser pour mieux faire, soi-disant, donc circuler l'information, etc. On sait très bien qu'informer n'est pas communiquer. En amont, donc, se profilent des discours sur la rentabilité des soins qui en viennent à survaloriser la vitesse, l'urgence, la surréactivité, le surdépassement de soi, l'excès, etc. Autant de caractéristiques qui ont fait dire donc à plusieurs que nous étions entrés, entre autres, dans une société hyper moderne, en référence donc aux travaux de Nicole Aubert en particulier. Depuis la montée des services dans l'économie en particulier, donc ce qu'on appelle l'économie des services, soit dit en passant, des 3,9 millions d'emplois au Québec, sur 3,9 millions d'emplois au Québec, il y en a 3,1 millions qui sont dans le secteur des services. Donc on est vraiment, on pourrait dire, dans une société ou une économie des services en tous les cas. La question qu'on peut se poser, est-ce que ces notions et indicateurs donc, de progrès, que sont la performance, l'efficacité, la productivité, etc., est-ce que ces notions sont encore pertinentes, importantes certes, mais pertinentes, on peut se poser la question. On peut se demander, par exemple, si un établissement de santé peut être géré comme une entreprise de production en série de biens matériels.
Nos travaux se joignent à plusieurs autres qui montrent que les professionnels de la santé doivent non seulement manipuler au quotidien de l'information, mais aussi créer du sens. Hein. Il faut que, en fait, leur travail exige qu'ils fassent sens de certaines situations. On pense au médecin qui tente de comprendre les plaintes de son patient, à l'infirmière qui se coordonne avec une collègue pour développer un programme de formation destiné aux patients souffrant de maladies chroniques, à des soignants de différentes disciplines, par exemple, qui, en réunion, doivent trouver une solution à un problème spécifique. Or, donc, en fait, les interactions en milieu de travail ne sont pas que le résultat d'échanges de mots, de paroles, d'informations, il y a plus. Cependant, et je termine là-dessus, il y a une tendance au sein des organisations à rationaliser le temps d'échange, à réduire les interactions, par exemple, en face-à-face entre professionnels, à restreindre les espaces de parole, ce qui produit, comme l'écrit par exemple le Bézouet, donc une extinction de la parole. Je vais m'arrêter ici parce qu'il me reste plus de temps. Merci beaucoup. Donc nous allons conclure cette table ronde par la contribution de Lise Renaud, qui nous vient d'un autre univers que celui des organisations de santé, mais justement qui va nous apporter ce regard complémentaire. D'une part, je veux remercier beaucoup Consuelo Vasquez parce que je dirige un groupe de recherche qui, au départ, était sur les médias et la santé. Et depuis 1 an, on nous a demandé d'élargir et on est devenu un centre de recherche sur la communication dans lequel on a intégré la dimension communication organisationnelle. Et ma consoeur Consuelo me dit, bien, viens et pour nous assurer que tu restes 2 jours, on va te demander de conclure. Alors, je veux juste vous dire que moi, pendant 2 jours, j'ai vraiment très apprécié. J'ai un champ complètement nouveau et j'ai appris beaucoup. Mais j'ai appris beaucoup au niveau macro, méso, comment vous interpellez tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Les émotions, ça m'interpelle beaucoup, mais je voudrais surtout vous amener à un autre niveau qui est peut-être pas, qui est assez différent, mais j'aimerais ça vous parler d'un défi. Et je me dis, je ne suis pas certaine que les Français réalisent la chance que vous avez et je voudrais vous parler d'un défi méthodologique qui m'a interpellée tout au long de ces 2 journées-là. Ce que je veux dire par un défi méthodologique, il y a plusieurs d'entre vous qui faites, vous nous avez parlé des analyses, du discours, des comptes rendus, des entrevues. Bon, ça va, c'est des choses auxquelles je suis habituée, mais je trouvais que l'accessibilité au terrain, de faire de l'observation participante, je ne sais pas si vous comprenez votre chance, parce que pour moi, ça pose un problème éthique. Quand quelqu'un me dit, bien moi, j'ai assisté au bloc opératoire pendant 1 an, j'ai siégé sur des conseils d'administration pendant 1 an, je suis dans une consultation, je me disais, c'est extraordinaire. Et en termes de défis méthodologiques, juste avoir accès au terrain, j'aimerais ça qu'on fasse presque un autre colloque sur tous vos défis méthodologiques parce que je me disais, avoir accès à ces terrains-là, bon, les gens me disaient, c'est par hasard, c'est arrivé comme ça, mais comment on construit pour avoir cet accès-là, c'est assez, j'imagine, assez difficile. Puis même Consuelo me disait, je vais siéger sur un conseil au niveau de la Société canadienne de cancer. C'est parce que ça fait 10 ans que je suis bénévole et donc on me connaît. Alors je me dis, bon, mais comme jeune chercheur, on ne peut pas s'introduire comme ça sur un terrain si on n'y est pas introduit. Et bon, ça, c'est la première chose, l'accès au terrain. La deuxième chose que je me disais, c'était sur la durée. Moi, on m'interpelle beaucoup, on me dit, est-ce que tu voudrais faire des focus group, rencontrer des gens? Ça va, bon, j'ai la difficulté de recruter, mais une fois que j'ai les gens, bon, je passe mon questionnaire, je les rencontre, et c'est fini. Et là, je me disais, mais eux, il faut une observation sur un long terme. Et ça veut donc dire qu'il doit y avoir une implication personnelle dans ce long terme-là, où on doit être... J'ai aucune idée, mais je me disais, mais ils doivent être confrontés aussi à se faire dire... Bien, tu ne parles pas, tu parles, tu réagis avec ces gens-là, tu ne te sens pas nécessairement désiré, tu te sens désiré. Je me disais, sur la durée, un long terme, de faire de la recherche d'observation participative, elle doit être assez difficile et j'aimerais bien vous entendre parler davantage là-dessus. La troisième, je me disais, mais c'est sûr aussi, je me disais, mais ça veut dire qu'ils ont des grilles d'observation. Et en cours de route, on modifie ce qu'on est en train d'observer, puis on doit, au fur et à mesure, générer des nouvelles données, regarder autre chose. Pour un chercheur, ça doit être des défis assez complexes. J'aimerais bien ça d'entendre parler éventuellement. Et le dernier, peut-être que nous, on fait peut-être ça plus que vous.
ou peut-être pas du tout, mais j'ai un souci, et au Québec, de plus en plus, on est financé pour s'assurer qu'on transfère nos connaissances vers les milieux de pratique et qu'il y a une co-construction des résultats, une co-construction de la discussion autour des résultats. C'est un peu comme le bénéfice que les gens qui nous reçoivent ont, c'est la possibilité de retourner, de dire, bon, on a observé ça ici, puis c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que vous le réinterpréteriez. Mais on a cette un peu obligation morale, de plus en plus dans nos recherches, nous, tout au moins au Québec, de retourner vers les gens avec qui on a collaboré, qui nous ont donné leur temps pendant un an. Et parfois, c'est pas si évident que ça du tout. Les gens veulent contrôler les données. Je sais parce que j'ai été pour autre chose que pas du tout par rapport à des organisations de santé, mais des gens qui disent non, 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 maintenant on veut pas que tu publies ça. On a travaillé avec toi, mais ça serait mieux si tu disais ça parce qu'on voudrait pas que les autres sachent qu'on est rendu là et là. Et ça complique les choses. Je me disais peut-être que ça complique les choses pour nous parce qu'on est 7 millions, vous êtes 56 millions, et que l'anonymat est peut-être plus possible à 56 millions qu'on l'est à 7, mais nous, c'est un microcosme. Alors, on est susceptible de se côtoyer, de se connaître. Et donc, le retour de l'information doit même presque se négocier dès le début. De sorte que je me dis que si jamais vous faisiez une demi-journée ou une journée complète sur ce type de méthodologie-là, j'irai avec plaisir parce que plusieurs d'entre vous, c'est ça que vous faites. Puis je me dis, mon Dieu, ça va de soi. Et j'étais là hier soir, puis je me disais, mais non, non, ça ne doit pas aller de soi. Et donc, c'est plus le regard, parce que le reste, en termes de recherche dans les différentes dimensions, j'ai appris plein de choses sur, entre autres, et je me disais qu'il y avait comme quelque part, c'était relativement comparable, 2008-2009, vous nous parlez de la territorialité puis les réseaux. Bon, ici, Jean-Louis Denis parlait du lead management. C'est sûr que c'est différent, mais si on reconfigure des choses de façon différente. Et pour moi, ça, c'était comme très macro. Puis au niveau méso, il y avait plein d'interventions qui m'interpellaient sur qu'est-ce qui se passe au niveau des professionnels, comment ils se parlent entre eux, comment ils parlent aux patients. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est ça que je ferais vous dire. Mais j'ai appris beaucoup. Merci, Consuelo, d'avoir forcé un peu la main parce que je ne voulais pas venir du tout. Pas parce que c'était pas intéressant, mais je me disais, c'est pas mon champ, mais pas du tout. Merci infiniment. Il nous reste très très peu de temps pour ouvrir éventuellement quelques interactions avec la salle, mais je ne sais pas si... Je pense en même temps que l'évolution, enfin par rapport aux précédents colloques ACFAS qui ont pu être organisés, c'est justement qu'on on a évolué vers une place beaucoup plus grande de la question de la relation aux patients, au singulier, au pluriel, à ce qui environne les patients, aux associations de patients. Et aussi que les réflexions sur la rationalisation des organisations de santé a amené une articulation sur les questions de politique publique dans leurs différentes dimensions, à la fois rationalisation économique, mais enjeux de qualité, de maîtrise des risques et autour des inégalités sociales de santé. Et en cela, même si les champs sont différents, l'articulation avec des aspects plus de politique publique de santé, de communication sur la santé me semble plus marqué que ce qu'ont pu être nos précédents colloques de la classe qui étaient très centrés sur les organisations de santé et le travail des professionnels de santé. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Il me semble aussi qu'on a vu poindre des interventions intéressantes qui mêlaient la question de la santé, donc des organisations, avec la dernière contribution qu'on a eue là, et puis aussi dans les entreprises, comment l'organisation prend en charge la santé, et en même temps, quelle est la santé des salariés. Donc cette espèce d'articulation entre politique de l'entreprise ou politique de l'organisation, santé des personnels en lien avec cette organisation, et l'organisation la santé de l'organisation. Je m'en mêle moi-même les crayons parce que tout ça fait système et souvent on étudie les effets de l'organisation sur la santé ou bien la santé des salariés, mais on ne fait pas toujours le lien entre les modalités de fonctionnement de l'organisation et donc la santé de l'organisation, tel que ça a été défini ici, et puis la santé des salariés. Je trouve que ça, c'est vraiment nouveau, et c'est une piste peut-être qu'on pourrait par la suite approfondir.